Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un codeur débutant peut apprendre à coder en Java. Je précise que tout au long de ces vidéos, on va beaucoup détailler les concepts. Je vais vous dire pourquoi on va détailler des points qui vous semblent évidents. La première raison, c'est pour vous montrer comment écrire un code sans bug. Comme vous le savez, un bug est une erreur logique due à un mauvais codage, non détecté par le compilateur. C'est pour cela que les bugs sont souvent remontés par les utilisateurs en production. Généralement, un bug est facile à corriger, mais très difficile à déterminer ou même à reproduire. Vous pouvez passer des heures et même des jours en mode debug pour chercher l'origine du problème. Mais une fois trouvé, bien sûr, vous pouvez le fixer sur le champ. La deuxième raison, c'est de vous aider à comprendre les trucs et les astuces du langage Java, surtout si vous souhaitez passer l'examen de certification Java ou améliorer vos connaissances, ce qui va vous simplifier les processus de codage des applications. Donc, dans cette vidéo, on va discuter plusieurs concepts avec un niveau de détail plus élevé. La seule chose que je ne vais pas détailler, c'est l'installation du JDK. Je suppose que c'est déjà fait sur votre machine. Notre objectif, c'est d'étudier le langage et non pas les outils. Donc, je vous promets que chaque concept détaillé sera accompagné de l'écriture d'un morceau de code pour le maîtriser pratiquement. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un éditeur de texte au lieu d'utiliser Eclipse ou IntelliJ. Juste le temps de maîtriser les concepts de base et on basculera vers l'un des deux. De mon côté, je suis à l'aise avec Eclipse. On commence. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier texte. D'accord. Je vais le nommer programme 001.java. Je vais supprimer l'extension .text. D'accord. Voilà, le fichier est créé. Je vais l'ouvrir. D'accord. Et je vais écrire le code suivant. D'accord. Classe app 01 entre deux crochets. D'accord. Je vais écrire une méthode. Public static void main string args et entre les crochets ouvrante et fermante, je vais taper le corps de cette méthode. D'accord. Dans le corps de cette méthode, je vais écrire ce qu'on appelle un algorithme. System.out.print. D'accord. Et si je vais taper hello world. D'accord. Je sauvegarde le fichier. Donc, à ce stade, vous devez ignorer la signification du contenu. Donc, je vais expliquer tout dans les leçons qui suivront avec beaucoup de détails. Tout ce qu'il faut mémoriser pour l'instant, c'est premièrement les mots-clés statique, main et classe. D'accord. Donc, qu'on va bien sûr clarifier tout à l'heure. Deuxièmement, c'est que l'extension .java est obligatoire comme extension du fichier de code source. L'extension est en minuscule. D'accord. Quant au nom du fichier, vous pouvez choisir le nom qui vous convient.
Dans cet exemple, j'ai choisi programme 001.java. C'est exprès et en minuscule, même si ce nom ne respecte pas les conventions de nommage. On va revenir là-dessus. Donc, je reviens à l'invite de commande DOS. D'accord. Je tape la commande dire pour lister le contenu. C'est équivalent à ls en Linux. Donc voilà, comme vous le constatez sur l'écran, nous avons un seul fichier dans ce répertoire. Donc programme 001.java. C'est le fichier qui contient le code Java ou le fichier qui contient le code source. Donc, il s'agit d'un ensemble d'instructions que nous pouvons, en tant qu'humains, donner à un ordinateur ou à une machine pour faire des calculs, pour traiter des informations, pour manipuler des données, etc. Donc l'ordinateur va les exécuter bêtement, sans compréhension. L'ordinateur est une machine bête. Son seul avantage par rapport à l'homme est le fait qu'il est rapide. Donc l'ordinateur exécute ce qu'on lui donne selon l'algorithme que nous imposons. Cet algorithme est une sorte d'intelligence. C'est une intelligence humaine. C'est l'intelligence du codeur Java qui va être exécutée par la machine bête. La question maintenant est la suivante. Pouvez-vous demander à cette machine d'exécuter le code sauvegardé dans le fichier programme 001.java? Bien sûr non. Pourquoi? Parce que le fichier .java contient seulement un code écrit en langage Java, alors que l'ordinateur ne comprend que le langage machine, un programme binaire. L'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1. Heureusement que dans la sphère Java, nous avons un programme qui permet de convertir un programme Java en programme machine 0 et 1. C'est la JVM, Java Virtual Machine, ou la machine virtuelle Java. Cette JVM, à son tour, ne peut pas lire le code Java du fichier .java, le code source, mais elle attend plutôt un programme Java. On doit donc convertir le code Java en un programme Java, ce qu'on appelle bytecode. Mais comment faire? Comment effectuer cette conversion? Pour ça, nous avons besoin d'un convertisseur Java. Il s'agit d'un compilateur JavaC ou la commande JavaC. D'accord? Donc, JavaC est le compilateur Java. Java Compiler. JavaC n'est qu'un programme dont le code a été écrit par un codeur comme vous en utilisant un langage de programmation donné. Donc, dans l'invite de commande, je tape par exemple JavaC programme 001.java. Donc le nom suivi par l'extension. Donc pour regarder qu'est-ce que ça a donné, donc toujours dans l'invite de commande, on va retaper dire pour lister le contenu du répertoire. Donc, comme vous le constatez, le compilateur, le JavaC, a généré un nouveau fichier dans le même répertoire. Ce nouveau fichier porte un nom différent du nom du programme Java. Donc, d'où vient ce nom? Il s'agit bien du nom que nous avons écrit dans le code, donc dans l'exemple, juste après le mot-clé classe. Donc, et en plus, il porte une nouvelle extension .class. Ce nouveau fichier généré par le compilateur édite un programme Java, bytecode ou fichier .class.
Donc à ce stade, nous avons converti un code Java en programme Java. Donc, tout programme Java est écrit en ce qu'on appelle bytecode. C'est le seul code compréhensible par la JVM qu'il peut interpréter et exécuter. Donc ce bytecode qui s'exécute par la JVM, indépendamment de la plateforme physique, on parle bien sûr de la portabilité qu'on va expliquer ultérieurement. Puisqu'il est exécutable, on peut dire qu'on possède maintenant un programme Java. À ce moment-là, nous avons en plus du code source un programme, un bytecode, ou une application. On peut parler d'une application car elle contient la méthode main. Vous vous rappelez le mot-clé main. On va l'expliquer tout à l'heure. Alors pour exécuter ce programme et toujours dans la ligne de commande, on va taper Java app 01. Donc on va taper le mot Java ou le programme Java en minuscule suivi par le nom du fichier .class. Cette fois-ci sans taper l'extension. On tape Entrée. Donc voilà, il s'agit vraiment d'un programme Java. Le message Hello World est affiché sur l'écran de l'ordinateur. Donc la commande Java elle-même est un programme qui attend des paramètres en entrée, le nom de la classe contenant la méthode main, avec bien sûr d'autres paramètres qu'on va détailler par la suite. Pour le moment, seulement le premier paramètre qui nous intéresse, le nom de la classe. D'accord? Donc la commande Java démarre la JVM qui exécute ou interprète le bytecode. Réellement, la JVM n'exécute pas le programme, mais elle l'interprète. Il effectue une conversion just in time, en temps réel et en mémoire, du bytecode en langage machine. Donc relative à bien sûr à la plateforme physique, afin que ce programme soit compréhensible par l'ordinateur. Et c'est ce dernier qui exécute le programme. Dans ce cas, l'ordinateur a exécuté une seule instruction, afficher le message Hello World sur l'écran, ou la mémoire vidéo ou la sortie standard. La sortie standard de l'ordinateur, c'est system.out. C'est équivalent en Unix et en C++ à stdout. L'ordinateur est un ensemble de périphériques d'entrée-sortie. Donc voilà, juste avant de passer à la question suivante, je vais faire un petit récap pour cette première partie et je vous donne un exercice à faire. Donc, je vous recommande de garder en tête les concepts suivants. Java et JavaC sont deux programmes ou deux commandes provenant avec le JDK. Le premier programme JavaC permet de convertir le fichier .java, le code Java, en fichier .class, le programme Java au bytecode. Le compilateur lit le code Java, vérifie la syntaxe de Java et génère le bytecode dans un fichier .class. Le deuxième programme, Java, exécute le bytecode qui contient la méthode main. Donc voilà un exercice que vous pouvez faire vous-même pour découvrir d'autres trucs. Et on passe à la question suivante. Donc deuxième question, c'est quoi un programme Java? Donc Java est un langage orienté objet. Il est différent des langages traditionnels comme le langage Pascal, Basic, Fortran, qui sont des langages procéduraux. D'accord? Donc les langages procéduraux exécutent les instructions l'une après l'autre, ligne par ligne, sauf si on veut bien sûr optimiser les lignes de code
et les organiser dans des blocs de code paramétrés, à savoir les fonctions et les procédures. Donc les procédures et les fonctions sont équivalentes en Java à des méthodes, exactement comme la méthode main, d'accord, dans l'exemple précédent. Revenons à la question, c'est quoi un programme Java? Un programme Java est une collection d'objets qui interagissent entre eux. Un objet, par exemple, peut invoquer une méthode d'un autre objet, appelée cette méthode. Donc, il peut recevoir un feedback comme résultat de cet appel. Un objet peut utiliser un autre objet, comme il peut créer un autre objet ou de le détruire après l'utilisation. Donc, vous pouvez considérer un objet comme une entité du monde réel. Donc, par exemple, une personne, d'accord, une voiture, un vecteur, une couleur, etc. Donc, toute entité physique du monde réel peut être modélisée par un objet, c'est-à-dire à un niveau d'abstraction demandé. Donc, pour simplifier, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on a 3 objets de type personne. D'accord? Et que chaque personne sera modélisée par 2 attributs, le nom et sa date de naissance. C'est ça, le niveau d'abstraction, il est limité à 2 attributs, nom et date de naissance. Donc, P1, on a P2 et P3. D'accord? Donc, on va dessiner la ligne du temps. D'accord. À la création ou l'instanciation de ces objets, leur état, qui est le couple nom et date, il est vide. Donc, il ne contient aucune valeur. Donc, via une communication entre ces 3 objets, on va voir comment l'état de l'objet P2 va bouger. Donc, P1 va informer P2 par sa date de naissance. Votre date de naissance est 1990. C'est-à-dire P1, il a invoqué une méthode de P2 et il a passé une valeur à P2. Donc P2, il a gardé cette valeur dans son état, 1990. On peut dire que l'objet P2 change d'état. D'accord? Donc maintenant, c'est P3 pose une question à P2. Quel âge as-tu? D'accord? Donc P2, il ne possède pas d'un troisième attribut qui s'appelle âge pour donner une réponse à P3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? P2 doit convertir sa date de naissance en âge. Donc, ça nécessite une sorte d'intelligence. Donc, un algorithme à implémenter au niveau de cette fonction. Quel âge as-tu? D'accord? Comme ça, P2 peut répondre à P3. Une fois fait, P2 va répondre. Mon âge est 31 ans. D'accord? Après, P3 peut poser une autre question à P2. Quel est votre nom? D'accord? Donc, à ce stade, P2, il n'a pas cette information. D'accord? Donc,
il va répondre à P3 par une erreur ou par une exception. Je ne sais pas. D'accord? Donc, si par exemple P1 communique le nom à P2, votre nom est Joe. Donc, il invoque la méthode votre nom de P2 en passant la valeur Joe. Donc, P2 va garder ce nom, Joe, dans son état. Donc, il va changer l'état. Et si P3 pose la même question, quel est votre nom? À ce moment-là, P2 peut répondre mon nom est Joe. C'est une communication entre ces trois objets. Donc, entre trois objets de même type personne. D'accord? Donc, avant d'écrire notre premier programme en Java, j'aimerais d'abord vous montrer la différence entre la programmation fonctionnelle et la programmation objet. Donc, ceci, bien sûr, via un exemple concret, un exemple d'une application d'entreprise qu'on va nommer compagnie 01.java. Voilà donc le scénario. Supposons que nous avons une entreprise dont le domaine d'activité ou le core business de cette entreprise est de signer des contrats avec les clients. Donc pour chaque client qui arrive à l'entreprise, donc le processus de la signature d'un contrat se déclenche. Donc évidemment, ce processus est composé d'un ensemble d'opérations qui se réalisent par étapes, l'une après l'autre, et que l'input d'une opération dépend bien sûr de l'output de l'opération précédente. C'est exactement comme dans une chaîne de production. On trouve également dans cette entreprise des employés, d'accord? Donc derrière chaque opération, on trouve un employé. On lui confie un ensemble de missions qui vont être modélisées par une fonction. Donc cet employé il peut exercer cette fonction, d'accord? Donc cet employé, bien sûr, a un CV. Donc, il a une expérience, il a des compétences, un savoir-faire et une manière de faire. Donc, cette manière de faire qu'on va convertir ou qu'on va modéliser par un algorithme. D'accord? Et donc, les employés de cette entreprise sont le secrétaire qui peut taper un contrat ou le texte d'un contrat, un contrôleur qui vérifie les SLA du contrat, un photocopieur qui fait une copie du contrat, un archiviste qui archive le contrat dans l'entreprise ou la copie de l'entreprise et un coordinateur qui coordonne entre ces fonctions-là. D'accord? On va maintenant passer à l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle montre que au sein de cette entreprise, on trouve plusieurs fonctions. Par exemple, la première fonction F1. Donc, il est assuré par le secrétaire, d'accord, qui tape le contenu du contrat en utilisant un clavier et qui l'imprime via une imprimante une fois finalisé. Ceci nécessite presque 10 minutes. D'accord? La fonction 2, assurée par le contrôleur. C'est lui qui vérifie le contenu du papier imprimé. Il vérifie les SLA, il vérifie les propositions, les styles, les conditions, etc. Puis il paraphe chaque page du contrat. D'accord? Cette étape prend également 10 minutes. D'accord?
On trouve la fonction 3, d'accord? Elle est assurée par un photocopieur, d'accord? Qui se charge de faire une copie du contrat. Donc, ça prend 2 minutes. Et on trouve la fonction 4, assurée par l'archiviste qui s'occupe de l'archivage de la copie et qui procède à la signature d'un bon d'acquittement qu'il retourne au demandeur, généralement la fonction principale. Et finalement, la fonction principale, qui est assurée par le main, d'accord? Cette fonction, elle est assurée par un coordinateur. Il est chargé d'une part d'accueillir les clients au guichet, par exemple, service front office, et de noter sur papier les informations du client. Et d'autre part, il coordonne avec les autres fonctions en interne, bien sûr, pour aboutir à la signature d'un contrat. Ça prend, par exemple, 5 minutes. D'accord? Donc là, il s'agit d'une décomposition de l'activité de l'entreprise en fonction, donc d'une analyse fonctionnelle utilisée comme une approche de la modélisation de cette entreprise. D'accord? Alors, en se basant sur cette approche, notre modèle va nécessiter 30 minutes pour livrer un contrat à un client. Donc l'application Compagnie 01 prend 30 minutes pour servir un client. Le client doit attendre 30 minutes pour avoir son contrat. D'accord? Donc ce que je veux signaler, c'est que ces fonctions ne peuvent pas travailler en parallèle. Donc comme vous le savez, c'est l'employeur qui exerce une fonction. Donc, par exemple, le secrétaire ne peut pas taper deux contrats en parallèle. De même, la fonction principale ne peut pas noter les informations de deux clients en même temps, en parallèle. Donc, l'employeur, il ne peut que traiter les tâches une par une. Chacune de ces fonctions reçoit de la data, d'accord, en entrée et génère un résultat en sortie. Donc, ce résultat peut être une valeur ou une structure de données, comme dans les langages C. Donc, on prend une fonction, on donne à cette fonction un ensemble de données pour le traitement. La fonction lance un algorithme de traitement, puis il génère un résultat. D'accord? Donc maintenant, supposons que nous avons une queue de 100 clients devant le guichet, par exemple. Donc il y a plus de clients à servir que de fonctions dans la compagnie. Donc la question posée est, ça nécessite combien de temps pour servir 100 clients, sachant qu'un jour de travail ou un jour homme est égal à 8 heures. Donc en faisant un petit calcul, d'accord, on trouve que ça nécessite 6 jours et 2 heures. Donc c'est beaucoup, il faut donc réduire cette queue. Donc, si la compagnie recrute deux fonctions main, c'est-à-dire deux coordinateurs, en ouvrant deux guichets, la queue peut être divisée en deux, mais on va transférer la charge vers les fonctions internes et ça revient au même. Ça va bloquer de nouveau. Donc, la seule solution, c'est de dupliquer le staff de l'entreprise. C'est-à-dire, en informatique, c'est répliquer les applications en deux instances, d'avoir deux instances afin de réduire la queue de 50%. Donc, pour l'entreprise, il faut recruter des employés. D'accord? Passons maintenant à l'approche objet.
Donc, nous avons dit qu'un objet est une entité physique, comme par exemple une compagnie, un client, contrat, formulaire, etc. Donc, en suivant cette approche, notre compagnie, cette fois-ci, va licencier tous les fonctionnaires. Donc, même le coordinateur qui assure la fonction principale, le main. D'accord? Donc, la compagnie n'a pas besoin de ces fonctions. Donc, il ne va pas recruter des compétences pour assurer ces fonctions. Donc, il ne va garder que le service d'accueil des clients, c'est-à-dire il va garder seulement le guichet. Donc, garder la fonction principale de l'entreprise, c'est-à-dire garder la fonction main. Mais qui va assurer la fonction main, ou qui va l'exercer, sachant que le coordinateur est déjà licencié. Cette fonction a une particularité par rapport aux autres fonctions qui vont être assurées par les employeurs. Donc, ce sont les fonctions d'objet, c'est-à-dire les fonctions liées aux objets. Cette fonction main n'appartient à aucun objet. C'est une fonction de l'entreprise. Donc, en Java, on dit qu'il s'agit d'une fonction de classe. Elle sera marquée par le mot-clé statique. D'accord? Mais attendez s'il vous plaît. Nous avons dit qu'un programme Java est un ensemble d'objets et qu'un objet peut appeler une méthode d'un autre objet. Là, nous avons une méthode, c'est-à-dire la méthode main, qui n'appartient à aucun objet. Donc, à votre avis, qui va l'appeler ou qui va l'invoquer? Donc, seulement la JVM qui peut appeler cette méthode. Donc, il l'appelle via l'invite de commande, via la commande Java. D'accord? Si on crée une classe sans la méthode main, la commande Java ne peut pas l'exécuter. Vous avez déjà remarqué ça en faisant l'exercice précédent. D'accord? Il s'agit, cette fonction main, d'un point d'entrée pour toutes les applications Java. Concrètement, c'est la main ou la fonction main qui peut créer d'autres objets, manipuler ces objets, déléguer son traitement à un objet particulier. Donc, pour notre exemple, compagnie 01.java, nous avons besoin d'un client intelligent. D'accord? C'est le customer, c'est un objet éduqué, multicompétence. Cet objet, il peut assurer plusieurs fonctions. Donc, il peut entrer dans la compagnie, se servir des panneaux d'accueil et de direction, lire les horaires d'ouverture, remplir les formulaires, etc. Donc, il peut également déposer son formulaire rempli au guichet. Donc, le remettre à la fonction main. D'accord? La fonction main peut rediriger un formulaire vers un objet qu'il va créer. D'accord? Donc, objet contrat intelligent. Cette redirection de formulaire peut être effectuée soit au moment de la création, il y a des constructeurs, la construction d'objets, soit après la création en appelant la fonction takeYourForm ou initForm, par exemple. La fonction main peut demander à cet objet de stocker ses informations dans une base de données, lui confier l'opération de vérifier son contenu en appelant la fonction isOK/check, par exemple, qui peut retourner un feedback OK au cas où l'objet appelant. La fonction main, en se basant sur le feedback de l'objet, de l'objet contrat, il peut demander à l'objet contrat de procéder à la création d'une copie similaire en appelant la méthode clone, par exemple, ou clone yourself. D'accord? Comme il peut lui demander de stocker une copie dans l'archive en appelant la méthode archive your copy or archive your copy. Donc,
Une fois archivé, l'objet contrat retourne un feedback archive recept à la fonction main, c'est-à-dire il retourne un bon d'acquittement. La fonction main demande à l'objet d'envoyer son contenu à l'imprimante en appelant print, par exemple. L'imprimante elle-même est un objet. Donc la fonction main signe le papier et retourne ce papier au client. Cette approche permet à chaque client de prendre son formulaire. Ça va prendre environ 10 secondes. Les 100 clients en même temps remplissent leur formulaire en parallèle. Chacun a un stylo, donc chaque client va remplir son formulaire. Et à chaque formulaire rempli sera déposé dans le guichet. D'accord? Donc pour chaque formulaire déposé, la fonction main le prend immédiatement et crée un objet contrat qui va assurer la continuité des opérations. Donc la fonction main, elle va appeler une machine contrat. D'accord? On va parler de ça ultérieurement. Donc cette opération prend 2 minutes par exemple. Donc il peut créer 100 objets contrat en 2 minutes. Les objets traitent les formulaires reçus, en parallèle bien sûr. Donc en 30 minutes, on peut avoir 100 contrats. Donc 100 contrats seront retournés au guichet. La fonction main signe les 100 contrats. Donc ça, ça peut prendre 50 minutes par exemple. Donc chaque contrat signé va être exposé. Et l'objet client prend son contrat dès qu'il la retrouve. Donc c'est l'objet qui cherche son contrat. Comme ça, on peut servir plus de clients par jour. Donc maintenant, pour développer l'application Company 01, il suffit de créer des objets en Java. C'est-à-dire, il suffit d'écrire du code dans les fichiers Java. Donc, par exemple, la classe Company 01 va contenir la méthode main qui va être déclenchée par la machine virtuelle Java. Donc, après, c'est cette main, cette Company 01 qui va créer d'autres objets, c'est-à-dire elle va créer d'autres machines. On va créer la machine contrat, on va créer la machine client, on va créer la machine archive, etc. Mais attendez-vous s'il vous plaît, on ne peut pas écrire des objets dans un fichier Java. Tout ce qu'on peut écrire, c'est des classes et des interfaces. D'accord? Et pour écrire les classes relatives à notre code source Company 01, nous devons d'abord répondre à la question suivante. C'est quoi une classe? Eh bien, c'est l'objet de la vidéo prochaine. Salut!